Mesdames et messieurs, bonjour et merci si vous nous rejoignez sur votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Première visite de prise de contact et d'information à la Caisse populaire d'épargne et des crédits de Djibouti. Pour l'actualité internationale, l'Union européenne veut imposer un chargeur universel pour les smartphones. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous rejoindre sur cette édition. Le département du genre du ministère de la Femme et de la Famille, en coopération avec l'Agence djiboutienne pour le développement communautaire et avec le soutien financier de la Banque africaine de développement, a organisé un atelier de formation sur le genre et le développement du 20 septembre au 2 octobre au Palais du Peuple. Cette formation a été présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mona Ousmane Aden. Les coordinateurs du genre du ministère et les directeurs des bureaux régionaux du genre y ont également participé. L'objectif principal de cette formation est d'améliorer la capacité des travailleurs du département du genre pour l'analyse qualitative. Il permettra également aux participants d'acquérir des concepts de base, sujets, des compétences spécifiques pour intégrer le genre dans la gestion de projets, des diagnostics, dans l'élaboration du cadre logique, des objectifs de conception et l'élaboration d'indicateurs et de critères d'évaluation pour les mesures d'impact. À la fin de la formation, tous les participants auront des connaissances de base sur le genre et le développement. Dans un discours prononcé à cette occasion, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mona Ousmane Aden, a souligné l'importance de cet atelier sur le genre et le développement. Écoutons la ministre. Cet atelier vient à point nommé pour apporter à travers le diagnostic que vous ne manquerez pas de poser une idée sur l'avancement des ODD relatifs à l'égalité des sexes dans notre pays. Il permettra encore de proposer des éléments de paramétrage fondés sur le genre aux politiques, projets et programmes du nouveau plan national de développement ici Djibouti. Les recommandations que vous formulerez seront enfin d'une grande utilité dans la prochaine élaboration du plan national du capital humain. Vous conviendrez avec moi qu'en organisant cet atelier, nous cherchons à en faire un élément fort de plaidoyer pour une inclusion des femmes et des filles dans les politiques de développement. Mesdames et messieurs, la femme djiboutienne montre aujourd'hui qu'elle est capable d'éviter certains rôles sexués. Elle est autant mère de famille que femme en uniforme, autant femme allaitante que cadre supérieur, autant femme issue d'une de nos régions que députée nationale. Cette situation doit beaucoup à la volonté politique qui anime notre président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui est toujours à l'écoute des pulsions qui animent les femmes djiboutiennes. L'allongement de la durée des congés de maternité à 6 mois en est une illustration parmi tant d'autres. La participation de la femme à la politique est un fait majeur dont nous pouvons toutes et tous être fiers. À l'avant-garde des actions en faveur des femmes, l'Union nationale des femmes djiboutiennes montre chaque jour les champs du possible pour une participation des femmes à la construction de notre société, à la fois ancrée dans les valeurs fécondes de notre culture ancestrale et ouverte au progrès qui ne cesse de traverser notre communauté. Permettez-moi ici encore de profiter de l'occasion pour remercier et présenter mes sentiments de gratitude à son Excellence Madame la Première Dame, Madame Khadra Mohamed Haïd, qui n'a jamais cessé d'entourer de sa sollicitude la femme djiboutienne et de la pousser vers la voie de la participation citoyenne. Comme mentionné dans le titre, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismaël Abdo, poursuit sa tournée de prise de contact aux institutions placées sous sa tutelle. Toujours dans le cadre de sa tournée de premier contact, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa, a hier effectué une visite de premier contact et d'information à la Caisse populaire d'épargne et des crédits de Djibouti, CEPEC. Le CEPEC est une institution de microfinance qui s'inscrit dans la politique de lutte contre la pauvreté initiée par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Elle offre des produits et services financiers conçus pour un public exclu des circuits bancaires traditionnels. À son arrivée, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités et de son staff a été accueillie par l'administrateur de la Caisse populaire d'épargne et des crédits de Djibouti, M. Omar Ibrahim Omar.
Le directeur général de l'ADDS, M. Mahdi Mohamed Jama, également l'ensemble du personnel de la CEPEC et les femmes bénéficiaires. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités a d'abord passé en revue les différents services de la Caisse populaire d'épargne et de crédit de Djibouti, où elle a eu des informations sur les différents outils mis à la disposition et les rénovations entreprises sous la nouvelle direction dirigée par M. Omar Ibrahim Omar. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités a souligné lors de la visite d'information qu'elle a effectué la nécessité de conjuguer des efforts à l'ensemble du personnel pour la réussite des missions dévolues de la Caisse et pour la réalisation des espoirs et aspirations des citoyens sur l'ensemble du territoire national. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités a promis de soutenir tous les efforts pour réaliser l'unique objectif qui compte, celui de la lutte contre la pauvreté. Elle n'a pas manqué également à féliciter l'administrateur du CEPEC, de la Caisse populaire d'épargne et de crédit de Djibouti, M. Omar Ibrahim Omar, et l'ensemble du personnel pour leur effort consenti au service de ses concitoyens pour redresser le dynamisme de la Caisse populaire d'épargne et de crédit. Toujours dans sa visite de premier contact de la CEPEC, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a eu une réunion d'information avec les femmes bénéficiaires du crédit de la CEPEC. Au cours de cette réunion, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités et les femmes bénéficiaires ont échangé les voies et moyens d'améliorer les activités de la CEPEC pour permettre aux ménages vulnérables de développer des activités de génératrices et de vaincre la pauvreté. Les femmes bénéficiaires ont témoigné les efforts accrus de la CEPEC pour redynamiser ses services financiers afin de répondre concrètement les demandes de ses clients. Ces femmes bénéficiaires et également chefs des centres de regroupement des abonnés de la CEPEC ont chaleureusement remercié le directeur de la Caisse populaire d'épargne et de crédit de Djibouti, M. Omar Ibrahim, et l'ensemble du personnel pour leur disponibilité inconditionnelle d'accompagner et de porter des conseils aux ménages nécessiteux. La secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Fatouma Moussa, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et de Solidarité, Mme Efrah Ahmed, et des autres responsables des institutions de microfinance ont pris part à cette réunion. À présent, écoutons le directeur de la Caisse populaire d'épargne et de crédit de Djibouti, M. Omar Ibrahim Omar, qui a souhaité la bienvenue à Mme la ministre et à sa délégation. Nous sommes une institution de microfinance. On vient en aide aux personnes vulnérables qui n'ont pas accès aux services financiers. Donc nous travaillons avec nos mamans qui ont initié ces projets de la microfinance, donc avec l'UNFD. Aujourd'hui, on s'est agrandi. La CEPEC aujourd'hui compte plus de 26 000 membres et nous avons donné plus de 1,980 milliard de crédits et ça continue. Et nous allons progresser encore plus pour améliorer donc, la bancarisation et tous les nouvelles personnes qui veulent adhérer à la CEPEC donc, sont les bienvenus. Madame Fatouma Moussa, la secrétaire générale de l'UNFD, a rappelé l'objectif de la création de la CEPEC et son impact au développement des ménages vulnérables. Le directeur général de l'ADDS, M. Mahdi Mohamed Jama, quant à lui et la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, ont rappelé respectivement le rôle incontournable de la CEPEC pour la lutte contre la pauvreté. Un outil important pour créer des emplois et vaincre la précarité, a noté le directeur de l'ADDS. Il a souligné l'engagement du gouvernement djiboutien sous le leadership du président de la République qui ne ménage aucun effort pour le développement de la population vulnérable. À présent, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, à l'issue de cette réunion qu'elle a eue avec les femmes des chefs de centre, elle s'est dit satisfaite et encourageante des efforts déployés pour redynamiser les activités de la Caisse populaire d'épargne et de crédit de Djibouti. La ministre a également réitéré son soutien indéfectible à la Caisse populaire d'épargne et de crédit de Djibouti pour appuyer le rôle décisif de la lutte contre la précarité et le développement des ménages vulnérables djiboutiens. Donc un de ces outils forts de lutte contre la pauvreté. Le président de la République l'avait depuis longtemps annoncé et dit, et on a fait une priorité dans sa lutte contre la pauvreté et dans sa politique sociale. Depuis la création de l'ADDS en 2008,
Depuis également l'annonce de la première initiative nationale de développement social en 2008, la CEPEC a été une des caisses les plus recommandées pour organiser les plus vulnérables d'entre nous et les aider à mieux gérer, à mieux s'imprégner, à d'ailleurs épargner, parce que c'est un concept qu'on oublie souvent. On a tendance à penser que les caisses sont là juste pour emprunter, mais les caisses sont également là pour épargner et pour pouvoir gérer et encourager les ménages à mieux gérer leurs petits revenus qui, en gérant bien, devient donc un grand revenu et s'autonomise et autonomise les ménages et s'affranchissent donc de la pauvreté et s'affranchissent donc de l'aide de l'État. C'est pour moi une occasion d'abord et en premier lieu de féliciter ces femmes, leur réactivité, leur dynamisme qui permet chaque jour à cette caisse de pouvoir sortir certaines familles de la pauvreté, certaines femmes de la pauvreté et certains revenus faibles de l'aide sociale. Je félicite également, mais d'une manière appuyée, et je demande d'ailleurs à ce que vous l'applaudissez, l'administrateur. C'est grâce à la volonté de tout le monde, mais d'abord et en premier lieu, après Allah, celle du président de la République, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, qui n'a jamais manqué, en fait, ou qui n'a jamais pensé à économiser sur la politique sociale. Au contraire, tous les jours, le Fonds national de solidarité ne fait qu'augmenter ses revenus et ses recettes grâce à la volonté du président, parce que c'est grâce au FSN que nous pouvons donner également des lignes de crédit sur recettes propres de l'État, sur recettes propres du gouvernement à la population la plus vulnérable d'entre nous. Je suis vraiment très contente aujourd'hui de me retrouver ici et vraiment on continuera, le gouvernement en tout cas continuera de faire des efforts nécessaires. Nous contribuerons d'injecter des lignes de crédit parce que nous croyons au CEPEC. Nous croyons d'ailleurs au CEPEC Djibouti, bien sûr je vais rajouter Djibouti Arta, mais également nous croyons au CEPEC du Sud et au CEPEC du Nord et Inch'Allah nous en ferons vraiment nos bras armés pour que nous puissions vaincre la pauvreté, bi'iznillahi ta'ala. Je ne peux finir mes propos sans remercier l'UNFD, en premier lieu la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haïd, d'avoir justement pu offrir ce beau bâtiment à la CEPEC. Et d'ailleurs, elle offre tous les jours un local au sein de l'UNFD pour toutes les politiques sociales que nous menons. C'est grâce à la sensibilisation que nous faisons avec nos sœurs de l'UNFD au niveau des populations. Je pense que c'est l'ONG qui mérite vraiment, et d'ailleurs elle a déjà eu des décorations parce que c'est grâce à elle que tous les jours nous puissions mener à bien notre politique gouvernementale, quelle qu'elle soit, et notamment dans le domaine social. C'était la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdo. Toujours dans l'actualité nationale où l'agence de réhabilitation urbaine et de logement social a procédé hier matin à une cérémonie de lancement de premiers travaux de viabilisation d'une zone de 35 hectares de sites de relogement et de prévention au Balbala Sud, cité Nassib. Cette cérémonie a été présidée par la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdi, et a vu la présence du directeur de l'Arilos, M. Abdrahman Ali Ahmed, et le directeur de la société Djifou. C'est le début des travaux pour faire le nettoyage du terrain, à mettre le terrain à nouveau, faire la route, amener l'eau, amener de l'électricité et amener l'éclairage public. Cette initiative va répondre de l'objectif du président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, qui a réaffirmé sa volonté concernant donner un logement à chaque famille djiboutienne. Le site des travaux de viabilisation va servir à reloger des familles qui vont être déplacées des quartiers zéro bidonville. Merci encore une fois de la confiance de Arilos. On a été attribué encore une fois pour un projet très important après le projet de Vari Palapla Sud. Notre société Djifusal, on travaille à Djibouti depuis 1981. Jusqu'à maintenant, on est presque 40 ans à Djibouti. Et puis ce projet, il s'agit d'un projet de travaux de viabilisation de Maï 2, Maï 3 pour la prévention et relogement
Palapla Sud. C'est un projet très social et très important pour régler le problème des habitats, des logements pour les populations. On est très fiers et très heureux. On va faire tous les efforts pour finaliser ce projet dans le côté contractuel. Quant à la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdi, a réagi après le lancement des premiers travaux de viabilisation d'une zone de 35 hectares de site de relogement et de prévention au Balbala Sud, cité Nessib. Écoutons la ministre. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le site qui est appelé Nassib. Les maisons de la fondation sont ici. Ça, c'est un nouveau terrain, donc on est en train de viabiliser. C'est une nouvelle zone qui est en train de s'urbaniser. Et la première partie des travaux, on est sur un site de à peu près 110 hectares. Et va commencer avec l'entreprise Djifou, et donc sous la supervision de services du ministère, dont Arilos et les autres services, les travaux de viabilisation d'une première zone de 35 hectares. Mais l'ensemble des travaux sont beaucoup plus importants. Mais ça, c'est le début des travaux. En quoi ça consiste? Je pense que vous le savez, il y a les routes. Donc d'abord le nettoyage du terrain, mettre le terrain à niveau, faire les routes, amener l'eau, amener l'électricité, amener l'éclairage public. Et il y a un élément très important auquel de plus en plus on fait attention, c'est comment évacuer les eaux de pluie. Il faut qu'on prenne en compte cet aspect parce qu'avec le changement climatique, avec le phénomène pluvial qui est de plus en plus fréquent dans notre pays, il faut qu'on fasse attention et qu'on prépare aussi les réseaux pour évacuer les eaux. Et à partir de là, il s'agit de parcelles sociales. Et donc ce sont des ménages qui ont des revenus faibles qui vont venir être installés sur ce site-là. Ça répond aussi des objectifs que le président de la République nous a donnés, donner un logement à chaque famille djiboutienne, un logement décent. Ce site dont les travaux vont commencer aujourd'hui va servir à reloger des familles qui vont être déplacées des quartiers euro-bidonville parce qu'ils seront touchés par des emprises de voies ou par des équipements, et aussi loger des gens qui veulent être premiers propriétaires et qui n'ont pas jusqu'à présent une propriété immobilière pour eux. Mesdames et messieurs, on continue avec les actualités toujours nationales. Une importante cérémonie de signature par visioconférence portant sur l'accord d'actionnariat et de partenariat dans la gestion du projet de redéveloppement de l'ancien port de Djibouti a eu lieu ce matin à l'autorité des ports et des zones franches. Pour rappel, l'accord d'investissement a été signé le 29 décembre 2020 et ces deux nouveaux accords viennent compléter la batterie de documents juridiques ouvrant voie à la construction et à l'opérationnalisation de Red Sea World, société propriétaire du projet, et Red Sea Global, société en charge de la gestion du projet. La cérémonie a regroupé en plus du président de l'autorité des ports et zones franches, M. Abakar Omar Hadi, représentant de Great Horn Investment Holding, les autres partenaires, notamment les représentants de China Merchant Port, les représentants de China Merchant, toutes les deux filiales du China Merchant Group. Ont participé également à la cérémonie M. Mohamed Abdallah, directeur financier, et M. Mohamed Aden Wabri, conseiller du président de l'autorité des ports et des zones franches. À présent, le commandant de la garde-côte djiboutienne, colonel Waïs Omar Bogore, et le directeur général de l'hôpital Pelletier, M. Zakaria Aouled Ahmed, ont co-présidé une cérémonie de clôture d'une formation destinée à l'obtention d'attestations marquant la fin d'une longue série de stages théoriques et pratiques dispensés au profit de la première promotion des agents paramédicaux de la garde-côte djiboutienne. Les agents de la garde-côte djiboutienne ont bénéficié de ces formations en deux étapes. D'une part, des séances théoriques qui se sont déroulées au centre d'instruction navale du camp de Doralé et qui avaient pour concept d'acquérir le socle de connaissances vitales suivi des séances pratiques médicales d'infirmiers, aides-soignants, techniciens de radiologie et techniciens de laboratoire que les stagiaires ont effectués au sein de l'hôpital général Pelletier, leur permettant de raffermir les connaissances pratiques dans le domaine de la médecine. Dans une allocution, le commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Waïs Omar Bogore, a souligné l'importance de ces stages prodigués par les personnels du corps de santé au profit des agents paramédicaux de la garde-côte qui témoignent de la qualité des très bonnes relations entre les deux institutions.
Pour conclure, le colonel Omar Baoura a aussi exprimé sa profonde gratitude au directeur général de l'hôpital pour l'effort constant aux côtés de la garde-côte afin de renforcer les capacités indispensables pour consolider les acquis des personnels qui ont suivi ces stages. La cérémonie s'est clôturée par la remise des attestations de réussite aux stagiaires qui ont participé à ces formations. Météo à présent, la direction de la météo nationale a organisé hier un atelier pour discuter des prévisions saisonnières pour le trimestre prochain. L'atelier était présidé par le directeur de la météo, M. Mohamed Ismail, en présence des principaux responsables de la météo. Dans ce cadre, des précipitations normales sont attendues sur l'ensemble du pays. Des températures plus élevées que d'habitude sont prévues. Selon les prévisions, les premières pluies débuteront à partir du 10 octobre. Écoutons pour plus de détails avec le directeur de la météo, Mohamed Ismail. Avis de recherche pour l'intérêt de leur famille. Il y a eu lieu de recherche. La nommée Ferdousa Hussein Guedi, âgée de 35 ans environ, fille de Hussein Guedi et de Khadija Hersi Bahdan, demeurant à Dikil. Cette personne présente des signes d'aliénation mentale et sa dernière apparition date du juillet 2021. Elle est susceptible de se rendre à Djibouti. En cas de découverte, avisez le plus tôt possible le numéro suivant, détachement de police de Dikil, le 27 42 01 67 ou au téléphone des familles 77 83 04 39 77 ou le 77 87 63 08. Je répète, le détachement de police d'Edikil, le 27 42 01 67, au téléphone des familles, le 77 83 04 39 et le 77 87 63 08. Passons aux actualités internationales à présent. Aux États-Unis, l'affaire du meurtre de George Floyd n'est pas clos. Derek Chauvin, condamné à 22 ans et demi de prison pour le meurtre de George Floyd à Minneapolis, a fait appel. Il reproche au juge de ne pas avoir isolé les jurés durant le procès. L'ex-policier américain Derek Chauvin a fait appel de la condamnation à 22 ans et demi de prison prononcée contre lui. L'ex-policier Derek Chauvin, 22 ans et demi de prison pour le meurtre de George Floyd, attaque en appel 14 points de son condamnation prononcée le 25 juin par la justice de Minnesota. Il se plaint notamment du fait que le juge n'ait pas ordonné la mise en isolement des jurés pendant la durée du procès. Outre Derek Chauvin, ses trois anciens collègues, Tu Tao, Alexander Kung et Thomas Lane, doivent être jugés en mars 2022 pour complicité de meurtre, également pour la justice de Minnesota. La condamnation de l'auteur principal du meurtre de George Floyd avait été accueillie par un grand soupir de soulagement. C'est tout pour cette édition de 15h. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.